Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Donc ça y est, c'est officiel, FTX est déclaré en faillite. Donc on va discuter un petit peu de ça, vous expliquer un peu quel type de faillite il s'agit et si vous pouvez, pour ceux qui sont sur FTX, espérer retrouver vos assets ou pas. Et surtout, on va parler de quelles leçons tirer de cette séquence. On passera aussi par une petite analyse rapide du Bitcoin, il n'y a pas grand chose de nouveau, mais on va voir ça ensemble. Mais avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, c'est très important, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'hier. En plus, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir, un petit comme, un petit like aussi, donc n'hésite pas et allez, suis-moi, c'est parti. Donc les amis, si vous étiez sur FTX, enfin vous pouvez y être toujours d'ailleurs, j'espère que ce n'est pas le cas, et j'espère surtout que vous avez pu sauver une partie de votre capital. Moi ça a été le cas, j'ai pu en sauver une partie mais pas tout malheureusement puisque j'avais du staking dessus, donc ça a priori c'est perdu. Toujours est-il que ça y est, la faillite est déclarée, SBF qui a démissionné, et donc voilà, ils ont débuté la procédure volontaire du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Bon ça je connais absolument pas les lois, voilà, tout ce qui est les lois sur les faillites etc, je connais absolument pas, donc je vais pas m'avancer à dire quoi que ce soit, mais toujours est-il que dans tous les articles je retrouve la même info, c'est que la procédure volontaire, c'est que l'activité ne s'arrête pas, elle est prise en main par des professionnels du secteur, notamment des avocats je crois. Voilà, c'était précisé ici, ça a été repris donc par John J. Ray, qui a été nommé donc CEO, PDG donc du groupe FTX, et donc pour en fait comment dire, contrôler la fin et essayer d'indemniser au mieux les utilisateurs, au mieux à partir de ce qui reste de l'entreprise. Voilà, en fait c'est sauver les meubles, donc peut-être que les gens pourront récupérer une partie de leurs fonds, mais là-dessus, il faut pas se leurrer. Les gens comme vous et moi, on va sans doute rien récupérer du tout. Si vous avez 10K, 15K sur FTX, à mon avis, c'est mort. Ça va concerner surtout les gros investisseurs et compagnie, quoi. Toujours pareil. Donc, au mieux, on aura une bonne surprise et peut-être qu'on retrouvera une partie de notre capital. Mais voilà, il faut pas compter dessus parce que je pense que c'est mort. Et je sais pas si vous avez vu, ils avaient même ils ont vraiment poussé le vice jusqu'au bout. Ils pouvaient pas faire pire pour l'image des cryptos. C'est qu'ils ont réouvert donc les retraits hier ou avant-hier, je sais plus, ça a duré quelques heures l'histoire. Je crois que maintenant c'est déjà plus possible, vers les Bahamas. C'est-à-dire que personne ne pouvait, tous les fonds étaient bloqués, sauf pour les gens qui étaient aux Bahamas. Et comme par hasard, leur société est aux Bahamas. Donc je pense que tous les employés, tout ça, ils ont dû pouvoir récupérer, ils ont dû pouvoir, on va dire, siphonner le fond de caisse, quoi, ce qu'il en restait. Donc voilà, c'est vraiment une situation abjecte. Et donc cette comment on appelle ça, cette procédure, c'est quelque chose qui devrait durer 120 jours si je dis pas de bêtises. Je sais plus où je l'ai trouvé ça, c'était pas dans cet article, je les ai tous lus quoi, de toute façon. Donc c'était voilà, c'est 120 jours ou 130 peut-être, quelque chose comme ça. Ça nous reporte quelque chose comme mars 2023. Donc tout ça va filer un énorme coup au marché crypto, et donc ça va durer l'histoire FTX. Voilà, ça va s'étaler sur plusieurs mois. On va voir si, selon comment ça se termine, peut-être que ça sera moins pire que prévu. Mais en tout cas, pour l'instant, on pouvait vraiment pas faire pire, quoi. On pouvait vraiment pas faire pire. Pire, ça aurait été la même chose chez Binance. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu les séries de tweets affligeantes, genre celle de CZ qui a mis un truc genre j'ai essayé mais, et puis un petit smiley triste, comme s'il avait essayé donc de sauver la baraque, mais bon, ça n'a pas été possible. Enfin bref, c'est vraiment des rats les mecs, quoi. C'est vraiment des rats. Bref, tout ça, bon, il faut bien sûr aller de l'avant, et donc on va voir un petit peu quelles leçons tirer de cet épisode, on va dire, néfaste à l'écosystème. Et c'est vraiment peu dire, parce que néfaste à l'écosystème, une plateforme comme ça qui a soutenu d'énormes projets, etc., énormément de projets se retrouvent dans la tourmente, et avec donc une partie de capital perdu, et ça peut vraiment mettre à mal une énorme partie de l'écosystème. Un projet par exemple dans lequel je suis, qui est Star Atlas, qui utilisait la plateforme FTX pour avoir des liquidités disponibles en rapport avec leur banque, avec la banque pour payer pour payer l'équipe, etc., ah ben, ils ont perdu une grosse partie de leur capital, quoi. Enfin, je pense qu'ils trouveront des meilleures solutions
que les personnes lambda pour en récupérer une partie, mais alors je vous rassure tout de suite, je sais pas si vous avez vu, ils ont fait un town hall là, tout à l'heure, ils ont fait donc une petite discussion sur le Discord pour expliquer clairement la situation et rassurer bien sûr la communauté, sans être non plus utopiste, hein, en expliquant bien qu'ils étaient impliqués dans la plateforme FTX et du coup ils ont perdu une bonne partie de leur capital. Donc ce qui fait qu'ils avaient en fait les fonds pour financer le projet sur un certain nombre d'années. Je sais pas combien exactement. Alors c'était en anglais, donc voilà, il y a sans doute des détails qui ont dû m'échapper. Mais voilà, grosso modo, leur temps de financement d'avance a été divisé par 2. Voilà, bien sûr, ils ont dédié une équipe pour trouver des solutions, trouver des financements, etc. pour la suite du projet. En l'état actuel, avant même d'avoir trouvé des solutions, bien sûr, le projet continue. Ils ont encore largement assez de capital pour pouvoir continuer un certain temps, mais pas le temps qui était prévu à la base. Donc voilà, tout ça pour dire que Star Atlas est un des projets parmi tant d'autres. Eux peuvent rencontrer donc des difficultés à surmonter, mais certains auront des difficultés qu'ils ne pourront pas surmonter sans doute. Donc ça va être... c'est vraiment une catastrophe pour l'écosystème. Donc les leçons qu'il faut tirer, elles sont très très simples. C'est qu'ils ont beau nous faire croire qu'ils veulent notre liberté financière, etc., etc. Les plateformes, c'est la même chose que les banques, quoi. Ils détiennent vos biens et le jour où il y a un problème, vos biens ne sont plus à vous, quoi. Tout simplement. Et le problème, il faut pas se leurrer. Binance, c'est pas parce que c'est les plus gros qui sont à l'abri de problèmes. Parce qu'un truc comme ça, voilà, si demain il y a un gros mouvement de panique et qu'il y a 80% des utilisateurs qui quittent Binance, par exemple, bon, c'est peu probable, hein, mais voilà, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça continuerait de fonctionner? Je suis pas certain, moi. Je suis pas certain du tout. Et qui nous dit que leurs comptes sont hyper clean comme ils le prétendent? Personne. Parce que FTX, c'est ce qu'ils prétendaient aussi. Hein. C'est ce qu'ils prétendaient aussi. Il y a des projets énormes qui faisaient confiance à FTX. Donc, et ils ont fait n'importe quoi. Rien ne nous dit que Binance ne fait pas pareil. Binance et d'autres. Hein. Et d'autres, tous, vous avez dû recevoir, je sais pas sur quelle plateforme vous êtes, mais ils essayent de rassurer les utilisateurs parce que là, à mon avis, il y en a un sacré paquet qui prennent la tangente. Bref, la leçon à tirer de ça, enfin la leçon à tirer, c'est ça en fait, c'est que c'est pas mieux que les banques, quoi, les échanges centralisés. Et le fait que Binance élimine ses concurrents comme ça et qui veuille être le géant de la crypto, ça pose l'énorme souci, voilà, comme je vous disais, de centralisation et de toute puissance et de pouvoir sur vos actifs. Donc, enfin sur nos actifs, parce que clairement, moi j'y suis encore sur Binance, mais ça va pas durer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est hyper simple, hein, c'est revenir à l'ancienne, quoi. Ledger, prendre une clé, enfin voilà, un cold wallet, où vous êtes les seuls à avoir la clé, personne ne peut vous les bloquer, absolument personne. Le seul risque du coup que vous courez, c'est quand vous investissez sur un projet, c'est que ce projet-là tombe à zéro, mais on peut pas vous bloquer tout le reste. Moi, sur FTX, c'est pas que du FTT que j'avais. Donc tout ça pour dire, voilà, moi en tout cas c'est ce que je vais faire, et vraiment mes amis, je vous conseille d'en faire autant, sans se précipiter. Ça veut pas dire là faites-le dans les 5 minutes, mais moi je suis en train de mettre en place, voilà, un nouveau plan, voir un petit peu comment je vais m'organiser. Je vais bien sûr tout mettre sur Ledger, à l'exception de un BNB pour profiter, continuer de profiter de la carte et donc garder le minimum possible sur Binance, tout en ayant un minimum préserver le cashback que j'ai actuellement en utilisant la carte. Donc en gros ce que je fais, c'est je profite d'un petit 2% de cashback sur ma carte en laissant un BNB parce que j'ai pas envie de laisser plus. Et quand j'ai des achats à faire, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je me fais un petit transfert sur Binance du montant que je compte dépenser, je le dépense, j'ai 2% de cashback, et puis terminé. Et puis dès que je suis à 1,2, 1,3 BNB, ce qui dépasse du 1 BNB, je vais l'envoyer sur mon cold wallet. Et sans doute pas en BNB, puisque du coup, je n'ai plus du tout confiance en les jetons des plateformes. Certes, Binance, c'est le plus safe, mais j'en garderai pas des masses. Je vais en garder un petit peu, mais voilà, je vais pas en garder des masses. Je vais plutôt investir sur les valeurs sûres, surtout dans les moments comme maintenant, bien sûr. Quand on sera en début de prochain bull run,
eh ben, ça ne m'empêchera pas bien sûr d'acheter des actifs un peu plus risqués, mais par contre, dès qu'il y a des grosses plus-values, bien sûr de les vendre, et quand on a un début de bear market, comme on pouvait le savoir ici, comme je vous l'avais annoncé d'ailleurs, eh ben là par contre, je garderai plus aucune position sur les actifs risqués. Alors, enfin, sur les actifs risqués, sur les plus risqués, disons, parce que évidemment, Bitcoin et Ethereum, c'est risqué aussi. Un investissement, il y a un risque dans tous les cas, quel qu'il soit. Bref, du coup, voilà, la meilleure chose à faire pour moi maintenant, c'est ça. C'est sur Ledger, vous avez votre portefeuille physique. Quand vous investissez, vous mettrez sur votre Ledger, et puis vous attendez, vous ne prenez pas la tête. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. Et finalement, je pense que c'est ce qui rapportera le plus, parce que il n'y aura pas de coûts comme ça, là, de pertes possibles comme ça. En plus, à chaque bear market, il y a une connerie comme ça, il y a des gros trucs qui tombent, et quand on est dedans, eh ben, en fait, on perd une bonne part des profits qu'on a fait, donc c'est vraiment bête, quoi. Au final, je vois de plus en plus qu'avec le recul, j'aurais fait ça dès le début, garder sur un ledger, vendre, quand il y a des signes de retournement, comme il y avait ici, et puis ensuite patienter, racheter, mettre sur le ledger, attendre 1 an, 2 ans, 3 ans s'il faut, et revendre quand c'est en haut. Voilà, c'est finalement le plus sûr. C'est vrai qu'on est toujours tenté, moi pour le premier, d'aller sur les machins où on propose des rendements à 10, 15, 20, 25, 40, 50%, des fois c'est très alléchant. Et finalement, oui, on arrive à gagner un peu des thunes comme ça, mais quand on se retrouve bloqué sur une plateforme qui ferme, les pourcentages que j'ai gagnés, là, ils sont tous partis, clairement. Ils sont tous partis. Tout ce que j'ai pu gagner dans la DeFi, c'est parti. Donc au final, si je refais mon calcul, j'ai moins gagné à cause de cette histoire, bien sûr, que si j'avais fait ça. Donc voilà, ça veut pas dire que ça arrivera à chaque fois, mais c'est pas la première fois, et je doute fort que ça soit la dernière. Voilà, et pour moi c'est une situation qui commence à urger, puisque là, je vous avoue que la confiance a diminué, surtout sur tous les petits exchanges, là, ceux qui sont pas énormes. Donc là, j'ai beaucoup trop de mon capital sur Binance. Et là, c'est plus bon, parce que en termes de diversification, c'est pas top. Il faut toujours se diversifier dans les actifs, mais aussi sur les plateformes. Les wallets, pas avoir un seul wallet avec 200K dessus, ça c'est interdit de faire ça, quoi. Si vous avez, je sais pas, 100K, 200K, même 10K, même 5K, c'est bien de le répartir sur 5 wallets. Vous avez 5 fois 1K. S'il y en a un qui se fait hack, ou si vous avez 1K sur FTX, 1K sur Binance, 3K sur 3 autres exchanges, s'il y en a un qui coule, vous perdez que 1/5 de votre total. Et 1/5, donc c'est-à-dire 20%, ça se récupère dans la crypto. Ça fait mal quand ça tombe, mais voilà, c'est pas très compliqué de les récupérer. Il suffit d'être patient, d'attendre une bonne phase de hausse. Les 20%, vous les faites assez rapidement, quoi. Mais si à chaque bear market vous perdez ça, au final vos gains ils sont pas. On a vite fait en fait de se retrouver avec finalement peu de gains, beaucoup de risques, beaucoup de tracas, d'émotions, de stress pour au final peu de gains. À faire ça, voilà, autant aller sur les marchés traditionnels avec des gains un petit peu moins importants, mais au final un peu plus safe, quoi. Et où ça ne peut pas arriver qu'il y ait des gens qui vous postent un tweet que d'un coup il y a tout qui se casse la gueule, quoi. Ça n'existe pas, ça, dans la finance traditionnelle, c'est interdit. C'est complètement interdit. Le mec qui fait ça, et il va en tôle, quoi. Donc voilà, sur les cryptos, oui, un mec peut dire sur Twitter je vends tout parce que ça sent la merde, et tout le monde qui se barre et tout cool. Voilà, ça c'est possible dans les cryptos, donc il faut bien en tenir compte et en tirer les leçons qu'il y a à en tirer, bien sûr. Et donc sinon, pour ce qui est de l'analyse du Bitcoin, donc en daily il n'y a rien, il n'y a toujours rien. En daily j'attends toujours la même chose, moi, un signe de retournement aussi, bien sûr. Mais pour l'instant on a potentiellement une structure qui descend comme ça, et qui descend moins fort que les fois d'avant. Donc à voir, hein, parce qu'avec avec l'histoire d'FTX, c'est peut-être pas terminé, on n'en sait absolument rien. Donc là, il faut rester toujours très vigilant quand on a des news comme ça qui en plus vont s'étaler dans la durée. Restons très vigilants, mais toujours est-il que si on refait un truc comme ça et qu'on continue de redescendre, qu'on traîne comme ça, ça sera excellent. Donc on se précipite pas là, on a vraiment le temps, quoi.
si vous voulez essayer de choper les petits moves comme ça, quand je dis petit, c'est pas si mal, hein. Ça peut monter comme ça de 15k, donc il n'y a pas longtemps, enfin 15k5, là 15k8, je sais plus, ça peut remonter à 20k, redescendre à 14, à 15 ou 14k, remonter à 19, voilà. Pour ceux qui font du trading, là il y a quand même des beaux moves à choper. Donc celui qu'on attend, bah, étant donné qu'on a validé tous les derniers plus bas, là, que ça soit pour ça, casser ce dernier, on l'a validé, puis ou pour ça, casser ce dernier plus bas, on l'a validé aussi, bah, maintenant qu'est-ce qu'on cherche? Ça va être des setups d'achat. Donc on va attendre le moment où il va nous dire on remonte un peu les gars, avant peut-être de descendre, mais dans tous les cas, bon, on remonte un peu. Donc en 4 heures, ah oui c'est pas mal ça. Ouais, potentiel régulier ici. Mais attention, j'ai pas un setup de vente là, non. Ça peut descendre aussi quoi. À voir. Si on a dans une plus petite unité de temps là, en 1 heure là, si on a ça là, pourquoi pas. Ou même si on descend encore ici, hein, pour nous donner ça là. Hop, une baisse, ce dernier plus bas. Vous voyez, tant qu'on reste dans ce flag là, les petits setups d'achat, on peut les tenter pour venir jusqu'ici max. Voilà, on s'enflamme pas parce que tout ça, ben, ça peut être ça. Hein. Donc impulsion, A, B, C, et on continue. Voilà, ça c'est possible. C'est possible, c'est même probable en ce moment, j'ai envie de dire. Bref, toujours est-il que là, il y a peut-être un beau move à choper, là. À voir. Alors, on en avait un de setup d'achat, là. Tac, tout à l'heure. Ici. Alors, regardez, ils sont pas toujours évidents à voir, mais on avait ça, là. Impulsion, ici. Correction, comme ça. Là, c'est le genre de truc où on peut le tenter. Une fois le top cassé, hein, bien sûr, on se réfère à ce setup, pas à celui-là, quand on rentre sur une petite unité de temps comme ça, parce que ça, c'est quasiment sûr que ça va se valider, ça a été le cas. Par contre, c'est pas dit que ça soit le départ pour valider la plus grosse structure. Hein. Ça, on n'en sait absolument rien. Mais donc voilà, à chaque fois qu'on a une impulsion correction comme ça, après être descendu, ben, ça se tente. Ça se tente, là vous êtes quasiment sûr de pouvoir placer au moins un break-even. Donc là maintenant, moi j'attendrai, parce que là c'est possible qu'on ait ça, pour finalement descendre. Hein. C'est possible. Donc il faut attendre là. Là il faut attendre. Et ça peut descendre, venir casser ce bas-là. Une fois que ce bas-là est cassé, si on a la même chose, ben on le tente. Ok, on rentre ici. Tac, dès qu'on casse ce top, break-even. Et à ce moment-là, si on a de la chance, on tombe dans un move un peu plus conséquent pour nous valider un plus grand flag là. Et à la cassure du top, ben, on prend des profits et on peut monter les break-even. Comme ça, si le marché se retourne pour nous valider un plus grand regular flat, dans l'autre sens, d'accord, eh ben, on sort en positif. Donc voilà ce que j'attends moi pour le Bitcoin. A priori, une montée et ensuite potentiellement une descente. À voir. Et puis si on est dedans et que ça descend pas, que ça continue de monter, ben on prend bien sûr. Donc quand on prend des profits, on prend pas 100% des profits bien sûr. Voilà, on en prend une bonne partie. Hein. Dans la configuration actuelle, moi j'en prendrai une bonne partie là si je chope un trade, peut-être en 50%. Et si ça continue, que ça décide de monter, tant mieux. Et au moins si ça s'inverse, eh ben, j'ai quand même pris un peu des profits que je pourrais réinjecter plus bas. Voilà. Ne pas oublier aussi une autre possibilité, si jamais on vient à casser le top comme ça, après ça peut descendre pour donner un running qui finalement peut continuer. Hein. D'accord? Ce qui compte, c'est pas de savoir quelle figure il va nous faire, puisque ça, c'est impossible de le savoir, mais de savoir à quel moment il faut se méfier, à quel moment il faut prendre des profits, à quel moment on peut rentrer, et sans prendre trop de risques. Vous voyez, là, mettons, s'il vient casser encore une fois le plus bas, et qu'il nous donne un setup, ben, on prend pas beaucoup de risques, hein, parce que là, c'est déjà, on aura très probablement la validation du setup en place un break-even. Par contre, dans les petites unités de temps, il faut pas, comment dire, faut pas poser le téléphone et quitter l'écran pendant 8 jours. Même pas pendant un jour d'ailleurs. Il faut regarder vraiment très régulièrement, toutes les heures. Voilà, pour faire ça. Donc il faut avoir le temps de le faire, bien sûr. Ouais, bon, par contre, si ça chute, que ça vient casser ce plus bas, ben, rebelote, on attendra le prochain setup d'achat pour tenter. En tous les cas, s'il fait ça, ça sera pas pour donner un regular flat. Hein. C'est sûr que ça sera pas ça, puisque il aura cassé le plus bas. À ce moment-là, si il vient casser le plus bas, on attendra plutôt plus tard un running. Donc dans tous les cas,
ça sera des setups d'achat en fait qu'on va chercher. Vous voyez, s'il casse ce bas là, ben, on cherche un setup d'achat pour valider ce flag. S'il casse ce bas là, on va chercher les setups d'achat pour un running. Et voilà, donc là dans les zones qu'on est, c'est setup d'achat qu'on cherche. Par contre, une fois qu'on aura cassé ça, là on pourra chercher des setups de vente éventuellement parce que on aura quand même une probabilité que ça se produise. Vous voyez les amis? Donc voilà, ça vous permet de situer un petit peu où prendre des positions, comment, et surtout comment analyser, savoir ce que vous tradez en fait. On rentre pas au pif en ayant une intuition ou parce qu'un tel a dit que ça allait monter. Sauf quand CZ balance son tweet. Hein. S'il balance son tweet qui va vendre tous ses Solana, bon, je pense qu'on peut prendre un short sur Solana. Ok, mais voilà, pour l'instant c'est très risqué. Moi je touche pas à tout ce qui est écosystème Solana. Là c'est carrément des coups de poker. Hein. Donc pour l'instant j'y touche pas. On va attendre que tout ça se tasse. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vive la décentralisation. Et je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.